Concrètement, comment se passe l'instruction en famille quand on est nomade? Voilà une question fort intéressante auquel je vais tenter de répondre aujourd'hui dans cette nouvelle FAQ. Eh bien salut, moi je suis Diane, je suis nomade en camping-car et je traverse l'Europe avec mes deux enfants depuis 2019. Avant ça, nombreuses années en semi-nomadisme et avant ça, un tour du monde. Aujourd'hui, Erissa et Naka ont 18 et 16 ans et jamais ils n'ont été scolarisés. Alors autant dire que l'instruction en famille, ça me connaît, ça nous connaît. Et ils l'ont fait en étant nomades et en étant sédentaires. Et entre nous, c'est vraiment pas la même chose. Moi, j'ai eu la chance de commencer avant les voyages, ce qui m'a permis de ne pas avoir ce problème en plus. Parce que l'instruction en famille, c'est quand même pas rien. J'ai aussi eu la chance de le faire à une époque où la loi était pas comme elle est aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, c'était le système de déclaration. Je disais que je faisais l'instruction en famille et après, on avait les contrôles et tout ça, mais il n'y avait pas cette demande d'autorisation comme il y a maintenant depuis quelques années. Ce qui, je dois dire, a énormément changé la donne et a énormément changé l'accès à l'instruction en famille. Mais si on fait abstraction de ce problème légal, en termes d'organisation, ça ne change rien. Sauf peut-être pour les contrôles, pour le projet pédagogique, tout ça. Moi, j'ai toujours été adepte de l'unschooling, c'est-à-dire de la non de côté scolaire, de ne pas donner à l'enfant des trucs à faire pour les faire. Moi, je partais de ce que eux, ils aimaient, ce que eux, ils faisaient déjà, et derrière ça, je nourrissais, je donnais des supports pour développer leur intérêt du moment et développer leur curiosité. Ce n'était jamais moi qui décidais ce qu'on allait apprendre, c'était eux qui me guidaient pour ce qu'ils voulaient apprendre. Et ça, c'est très différent. Ça demande aussi bien plus d'implication de la part des parents, ça demande de la curiosité, ça demande de se faire confiance, de faire confiance à ses enfants, de se dire là ils sont prêts à explorer telle chose, là ils ne sont pas prêts à explorer telle chose, ou là leur intérêt ne porte pas là. C'est de l'âge, par exemple, de découvrir la lecture, et ton gamin, il n'en a rien à faire de la lecture, lui, il veut grimper aux arbres, il veut aller cueillir des fruits, reconnaître les plantes, etc. Bon, tu fais quoi? Ce que moi j'aurais fait, ou ce que moi j'ai fait, voilà, j'ai nourri ce qu'ils aimaient, et j'ai fait introduire la lecture par ce qu'ils aimaient. Assez simple. Voilà. En même temps, mes enfants, ils sont rentrés en lecture au moment où ils ont eu envie de rentrer en lecture, donc ça n'a pas non plus été un problème. Mais je sais que les maths, ça a été toujours par le jeu, par le ludique, par la manipulation, bien avant de poser des opérations par écrit, etc. Ça, c'est le côté unschooling, qui s'adapte parfaitement bien au voyage, au côté nomade. Parce qu'un des problèmes du côté nomade, c'est l'espace. T'imagines bien que tu n'as pas trimballé tous les manuels scolaires et tout le matos avec toi. Bien que certains le font, certains y arrivent, certains en ont besoin. Quand tu voyages en bus, par exemple, le poids est nettement moins un problème qu'en camping-car, qu'en van, etc. Maintenant, avec tout ce qui est numérique, tu peux aussi avoir tous les cours en ligne, donc pas besoin forcément de manuel. Ceci étant, moi je suis une adepte des livres, des encyclopédies, des supports papier pour aller chercher l'info, pour regarder de belles images, nous on avait par exemple, mes enfants adoraient les documentaires d'Erol, qui sont des très grands bouquins sur la nature, sur les animaux, sur les plantes, extrêmement encombrants, mais on les prenait. Donc voilà, ça reste des choix à faire, mais il faut bien comprendre qu'il va falloir adapter l'apprentissage aussi aux contraintes matérielles et logistiques. En matériel, moi j'avais quand même énormément de petits matériels pédagogiques, beaucoup de Montessori par exemple, on a eu les lettres rugueuses.
c'est pas très lourd, mais ça prend un peu de place. On a eu la méthode des alphas, pareil, qui prend de la place, parce que c'est des petites figurines qu'il faut avoir, avec les petits livres, avec les petits trucs qui vont bien. En maths, on a eu la méthode des cuisinières, donc ce sont des barres pour apprendre la base décimale. Il y avait les cubes, il y avait les petits jetons. Voilà, on a eu aussi la méthode Reggio, aussi en mathématiques, avec, pareil, encore un système visuel pour représenter les mathématiques. Donc c'est pas grand chose, mais bout à bout, ça fait beaucoup. Donc j'avais privilégié du plastique qui était souple, qui était léger, pareil, tout ce qui était disque de fraction, ça j'avais beaucoup. Donc il fallait quand même un minimum de matériel pour mes enfants, donc un minimum d'organisation pour que ce matériel soit accessible à leur niveau. Par exemple, s'ils voulaient aller le chercher pendant que on roulait, il fallait que ce soit près d'eux. Voilà, ça c'est des petits détails où il faut l'organiser. Moi je sais que les gommettes par exemple étaient un truc super sympa en voyage, parce que tu fais mille et un trucs pas possible avec les gommettes. C'est un truc, voilà, ça fait travailler la dextérité fine, la motricité fine, la création de visuelle, voilà, c'est hyper léger, ça prend pas de place. Nous ils en ont fait je sais pas combien. Tout ce qui était aussi jeu individuel, où ils pouvaient ou jouer tout seul ou jouer à deux sans le regard du parent, parce que moi je faisais copilote et Mathias à l'époque faisait pilote. Donc ça, voilà, faut penser l'autonomie de l'enfant pendant les trajets pour pas qu'il s'ennuie, mais que ce soit aussi comme des choses accessibles facilement, qui vont avoir du sens pour lui. Donc tout ce qui va être jeu à ce moment-là, et très très bien. On avait tout ce qui était tamgram, tout ce qui était reconstitution visuelle avec des trucs magnétiques, oui, très très bien pour pas que ça tombe. Voilà, ça c'est des choses auxquelles on pense pas forcément, mais qui sont à adapter au voyage. Par exemple, nous on avait énormément de jeux de société, on avait pris des jeux de société de voyage, on avait le Scrabble de voyage, on avait des trucs d'échecs de voyage avec beaucoup de pièces, tout ça aimanté. Pas des trucs trop lourds, pas des trucs trop complexes à sortir. Maintenant je dis ça, moi j'ai des enfants qui sont fans de Lego Technique et de Mécano. Autant dire que ça prend énormément de place, parce que c'est dans des caisses, mais bon, voilà, ce sont des choix. Mais privilégier vraiment le côté matériel utile à différents âges d'apprentissage, avec une évolution certaine, léger, pour qu'au quotidien ça ne soit pas un problème à pouvoir sortir, à pouvoir ranger et ne pas surcharger inutilement le véhicule. Mais j'ai envie de dire, à côté de ça, le voyage en lui-même est tellement riche que bien parfois on n'a pas besoin de tout ça. Moi je vous disais, je n'ai jamais fait de scolaire parce que ça n'avait pas de sens dans ma pratique, mais de toute façon on n'aurait pas eu le temps. Parce que quand tu es nomade et que tu voyages et que tu découvres, le voyage en lui-même est une telle richesse pour les enfants que j'aurais trouvé mais plus qu'aberrant de leur dire « Ah ben non, Rideau, on ne va pas visiter, on ne va pas faire telle découverte parce que là, vous avez votre Knorr de Kned, vous avez une leçon à rendre. » Ça aurait été un non-sens pour moi. Et je dis ça, peut-être que je m'attirais les foudres parce que je sais qu'il y en a certains qui le font. Et là, je me questionne vraiment sur quel est l'intérêt de voyager, si c'est pour s'enfermer et étudier avec des manuels scolaires, alors que la vie, elle est là autour de nous. Et des enfants peuvent tellement plus apprendre en découvrant une culture, un pays, en parlant à des locaux, en allant visiter un musée, en allant se promener sur une plage, dans une forêt. Bref, le voyage en lui-même, quand il est bien accompagné, parce que évidemment, c'est pas juste faire la promenade et puis basta. Derrière, il faut toujours aussi alimenter, nourrir. Nous, ça a été fait par des herbiers. On cueillait des fleurs, on allait récupérer après le nom de la fleur, la plante, ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait en faire, cahier, donc énormément de création autour de cette activité-là. Pareil, quand on faisait des musées, moi j'adore en plus les musées d'histoire naturelle, mes enfants aussi, donc derrière, s'il y avait quelque chose qui les avait marqués, on reprenait les photos, on retravaillait sur les animaux, on retravaillait
sur un territoire, sur quelque chose qu'ils avaient vécu là en direct. Partir toujours de l'expérience pour aller derrière ensuite nourrir la curiosité, développer le questionnement et partir sur quelque chose de réel, de tangible, où l'enfant a déjà une base concrète de ce qu'il a vu. Et ça, le voyage en lui-même, quand il est bien fait, c'est une richesse incroyable. Pour les langues, n'en parlons pas. Moi, mes enfants, ils parlent exclusivement anglais quand on est dans les pays, peu importe le pays d'Europe. Ils vont apprendre un petit peu les mots de base. Ma fille s'était mis beaucoup à l'espagnol à un moment donné, parce qu'elle adorait ça et qu'on était très souvent en Espagne et au Portugal. Mais en dehors de ça, elle parle anglais. Voilà. En Italie, elle a appris un petit peu des mots d'Italie, en allemand, pareil. Mais l'anglais va se suffire à lui-même. Après, tu pratiques dans les commerces, avec les gens, avec les locaux. Et n'hésitez pas à parler, les enfants ou les adultes, parce que personne va te reprocher un accent français, des fautes de grammaire, des fautes d'orthographe, le fait de chercher tes mots. Parce que déjà, ils sont contents que tu fasses un effort de parler. La plupart des gens sont plutôt heureux que tu ailles vers eux et que tu fasses cette première démarche-là. Et ça, c'est très français. J'ai très souvent vu d'avoir un peu peur de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la nôtre, alors que ça ne nous viendrait pas, nous, à l'idée de critiquer quelqu'un qui fait un effort de parler français alors que ce n'est pas sa langue maternelle, par exemple. Donc l'instruction en famille quand on voyage, c'est vraiment quelque chose à réfléchir en amont, en mon sens. Tiens, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire qu'on ne fait pas au quotidien? Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir de nouveau? Des nouvelles méthodes, des nouvelles façons d'apprendre, parce que c'est vraiment le moment, parce que le voyage en lui-même va faire révéler des choses enfouies qu'on n'imaginait pas, de la résilience, des peurs. Donc, on se découvre autrement, et donc l'apprentissage aussi se découvre autrement. Même les enfants peuvent, pendant le voyage, développer une nouvelle passion, se prendre de passion pour un sujet qui jusque-là n'était pas arrivé dans leur vie. Et donc là, il faut vraiment nourrir ce feu intérieur, il faut vraiment aller. Et si on n'a pas prévu ça dans le calendrier, c'est dommage de se couper de ça. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du tout de scolaire, de rédaction si c'est votre truc, ou de poser des problèmes mathématiques, voilà. Mais il y a tellement d'autres façons d'aborder l'instruction en famille quand on voyage, tellement plus souple, tellement plus évidente, à mon sens, qui sont peut-être pour les parents plus flippantes, ça je l'entends, plus exigeantes, encore plus que quand c'est des cours par correspondance où là, on a tout servi sur un plateau d'argent, on remplit, on ramène et basta. C'est une autre forme d'instruction, c'est une autre forme de réfléchir à l'accompagnement des parents dans l'instruction de leurs enfants. Mais moi, je sais que c'est tellement plus riche pour moi, à titre individuel, mais aussi pour mes enfants. Je crois que j'ai jamais autant appris qu'en faisant l'instruction en famille et qu'en écoutant leurs besoins, qu'en écoutant ce à quoi ils s'intéressaient, pour moi aussi m'intéresser à des nouvelles choses, à découvrir de nouvelles pratiques, de nouvelles méthodologies. Et je peux vous dire que j'en ai exploré un certain nombre pour toujours m'adapter à ce qui, à ce moment-là, faisait sens pour eux, faisait sens pour moi, tout en profitant du voyage. Moi, ça a vraiment toujours été le cœur du truc, profiter de cette chance d'être sur la route pour découvrir autrement et apprendre autrement. Je trouve que c'est un non-sens, mais vraiment, ça c'est de manière très personnelle, de voyager et de faire comme quand on était sédentaire à la maison, avec des cours bien précis, bien formatés, bien... Voilà. Et surtout parce que ce temps dédié à cet apprentissage-là n'est pas du temps dédié à la découverte que permet le voyage. Donc, c'est un débat, je le sais.
Si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas, mettez en commentaire, je serai ravie de discuter avec vous, de me confronter à vos idées, de partager les miennes, et peut-être, quitte à moi, à changer aussi de point de vue. Sur ce, abonnez-vous, likez, et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.